Ces deux chercheurs sont spécialistes de la préhistoire en Europe. Pour la 5e année consécutive, ils sont en mission ethno-archéologique en Indonésie, sur l'île de Sumba. À quelques centaines de kilomètres de la festive Bali, ce territoire aux plages paradisiaques reste miraculeusement préservé du tourisme de masse. Isolés, les habitants ont conservé des pratiques ancestrales d'un intérêt unique pour les scientifiques. Leur immersion au cœur de ces sociétés traditionnelles ouvre de nouvelles perspectives pour l'interprétation des vestiges archéologiques de notre passé. On travaille en fait sur le néolithique en Europe, le néolithique de façon générale. Donc c'est une période qui va à peu près de 5500 grossièrement jusque vers 2000 avant Jésus-Christ. On a une grande difficulté, c'est qu'on ne trouve que des traces matérielles de toutes ces civilisations, de ces sociétés qui se sont succédées au cours du temps, de ces groupes qui se sont côtoyés. Et on manque, en fait, on n'a pas de texte, donc on manque de témoignages directs sur l'organisation de ces sociétés. Par exemple, sur l'organisation sociale, sur la hiérarchie, est-ce qu'il y a des rois, est-ce qu'il y a des princes, est-ce que ce sont des sociétés égalitaires ? Pour tenter de répondre à ces questions, les archéologues font appel à l'ethnologie. Ils cherchent des structures matérielles actuelles, comparables aux vestiges mis à jour en Europe, et interrogent les personnes qui les utilisent. Ils peuvent ainsi s'imprégner du fonctionnement des sociétés traditionnelles pour mieux comprendre les croyances et les idéologies qui pourraient être en lien avec les traces archéologiques. En 2015, une première mission d'exploration a permis de sélectionner le terrain d'étude. Sumba, c'est un des derniers territoires où on va trouver des sociétés traditionnelles qui, sur certains aspects, sont proches du néolithique. On va pouvoir étudier cette société traditionnelle, impactée par la modernité, mais on a ici encore des personnes qui vivent dans des villages traditionnels, qui vivent dans des maisons traditionnelles, qui vont pratiquer des enterrements dans des tombes traditionnelles, qui sont ici ce qu'on appelle des mégalithes, en fait des dolmens, des grosses pierres qui vont être transportées, et dans lesquelles on va inhumer les défunts. Il y a peu d'endroits dans le monde qui sont aujourd'hui conservés. Il y a beaucoup d'endroits où il y a encore 1-2 générations où on pouvait faire ce genre d'études. Mais désormais, Sumba est un des derniers territoires où on peut pratiquer l'ethno-archéologie. L'île s'étend sur plus de 200 km avec une superficie proche de celle de la Corse. Au cours des premières missions, l'équipe de recherche a exploré l'ensemble du territoire. L'apparente homogénéité des structures matérielles pourrait laisser croire aux archéologues la présence d'une seule et même culture. La réalité est en fait beaucoup plus complexe. Sur cette île se côtoient plus de 20 ethnies qui parlent 9 langues différentes. Et il y a 2 formes d'organisation sociale très contrastées. Il y a à l'ouest des sociétés segmentées, égalitaires, et puis à l'est un système différent avec des confédérations de clans qui sont dominés par un clan dominant, avec une famille royale qui décide des choses essentielles. L'intérêt est donc de comprendre comment les différences d'organisation sociale se reflètent dans la culture matérielle. Pour cela, il est nécessaire de réaliser une étude approfondie des pratiques traditionnelles en lien avec l'architecture des villages, des maisons, des tombes. Dans une société traditionnelle comme celle de Sumba, les coutumes ancestrales liées à la religion animiste marapu restent fortement ancrées. Pour pouvoir réaliser des enquêtes auprès des villageois, les ethno-archéologues doivent respecter le protocole. Quand on arrive dans un village et que, par exemple, on souhaite demander des renseignements sur les tombes, il faut que nous ayons l'accord des ancêtres. Et les ancêtres doivent par conséquent être consultés. Et le moyen de consulter les ancêtres ici à Sumba, c'est le sacrifice. Alors le prêtre traditionnel sacrifie le poulet ensuite on lui ouvre le ventre, on lui sort le duodénum, et c'est la lecture du duodénum qui va permettre au prêtre traditionnel, qui dialogue dans un langage particulier, un langage ésotérique, qui dialogue avec les esprits, c'est ce dialogue qui va lui permettre de consulter les esprits et de leur demander s'ils sont d'accord pour que nous enquêtions sur les sépultures du village. Au cours des échanges avec les villageois, les questions abordent des thèmes variés pouvant porter sur l'habitat, les rituels, la généalogie, l'élevage. Les données apportées par les précédentes missions
ont déjà ouvert de nouvelles pistes de réflexion sur les sociétés néolithiques européennes. Nous pensons que l'élevage néolithique est un élevage fait par des paysans qui ont une vision rationnelle des choses. Et ce que nous avons ici, c'est une manière différente d'envisager la relation entre l'homme et l'animal. Et une des particularités de ces sociétés, c'est qu'elles pratiquent un élevage qui est entièrement orienté vers l'utilisation des animaux dans un cadre rituel. Ce que nous essayons de faire, c'est de voir au fond comment cette utilisation pour le sacrifice va se traduire dans la constitution des assemblages d'ossements, dans la courbe d'abattage. Alors, la courbe d'abattage, c'est ce sur quoi travaillent les archéozoologues en archéologie. Donc nous allons créer des données là, qui sont directement comparables aux données archéologiques. Des cérémonies sont organisées à de nombreuses occasions. Funérailles, mariages, construction de maisons. Elles réunissent parfois plusieurs milliers de personnes. Dans le cadre d'échanges réciproques très structurés, chaque invité doit à son tour apporter un présent. Le plus souvent, un animal qui sera sacrifié au cours des festivités. La tradition de partage de la viande entre les participants est une pratique qui intéresse également les archéologues. Dans les fouilles néolithiques, on trouve des ossements à côté des maisons et les spécialistes partent spontanément de l'idée que ces os proviennent d'animaux qui ont été élevés et abattus et consommés par les habitants de cette maison. Or, on peut imaginer, et c'est ce que nous montre le travail que nous faisons ici, des modèles tout à fait différents. Il est rare qu'un animal soit abattu et consommé à l'endroit où il a été élevé, parce que les animaux circulent. Alors il y a une circulation intense des animaux sur pied, et il y a une circulation importante aussi de la viande à l'occasion de ces fêtes. La viande est en grande partie partagée, et chacun repart chez lui avec un quartier de viande, ce qui fait que les restes d'un même animal vont finir par être dispersés sur une surface très importante. Pour ce qui concerne la fête que nous avons étudiée, les restes osseux sont dispersés sur une centaine de kilomètres carrés. Des restes osseux provenant d'une seule et même fête et même potentiellement d'un seul et même buffle. Donc on est très très loin des interprétations standards classiques et des modèles sous-jacents qu'utilisent les archéozoologues pour étudier les faunes européennes du néolithique. Buffles, cochons, chiens, chevaux, autant d'animaux sacrifiés par dizaines au cours des multiples cérémonies qui rythment la vie des habitants de Sumba. La tradition est coûteuse, le prix d'un buffle pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros. Les familles doivent parfois s'endetter pour assumer leurs obligations rituelles. Le sacrifice à l'occasion des funérailles, c'est une technique de transfert des biens et en particulier de transfert du bétail, du monde sensible vers le monde surnaturel. Et pour tenir son rang, un aristocrate doit venir avec son troupeau. Et c'est ça la raison de ce qui est souvent considéré comme des hécatombes inutiles, hein, ces sacrifices massifs de 10, 20, 30 buffles à l'occasion des funérailles. Mais ça a sa justification dans le cadre de l'idéologie traditionnelle. Chaque année, le travail de terrain permet aux scientifiques d'approfondir un peu plus leur connaissance de l'organisation sociale. Les précédentes missions ont également révélé une structuration spatiale particulière de l'habitat traditionnel. Il existe en effet une hiérarchie des habitats avec des villages principaux, secondaires et éventuellement tertiaires. Tous entretiennent des relations étroites, notamment pour des raisons liées au rituel. L'étude de ces réseaux d'habitat permettra de construire des modèles facilitant la compréhension de l'organisation des territoires néolithiques en Europe. Cette année, on a deux axes de recherche. L'un portant sur les murs qui entourent les villages, des murs défensifs, et on a interrogé aussi les habitants sur ces questions-là. L'autre point d'interrogation concerne l'organisation spatiale de ces villages. Et donc un des objectifs était de réaliser une cartographie de cette occupation de l'espace. Nous avons invité un collègue, Fabrice Mona, pour qu'il puisse réaliser les plans de ces villages, de ces différentes occupations, à l'aide d'un drone, donc réaliser des orthophotos, ce qui nous permet de faire en quelques minutes le plan d'une occupation. Face à l'arrivée de la modernité, il ne reste sans doute que peu de temps avant que ces sociétés ne disparaissent définitivement. Les outils modernes, comme l'imagerie aérienne, font gagner un temps précieux face à cette menace imminente. La moisson d'informations recueillies auprès de ces sociétés traditionnelles, à première vue si différentes des nôtres,
permettent d'ores et déjà d'élaborer de nouvelles hypothèses sur les rares vestiges néolithiques de l'Europe de l'Ouest. Les découvertes faites par les ethno-archéologues à Sumba pourraient bien révolutionner la compréhension de notre passé.